On se retrouve pour la dernière vidéo de Proba en ligne, donc sur le chapitre 5, les lois discrètes classiques. Je vous conseille, comme pour les vidéos précédentes, de faire des pauses, de manière à pouvoir prendre des notes, et aussi faire des pauses au moment où je donne les énoncés des exercices, pour les faire par vous-même, avant ensuite de vérifier les résultats. Voilà, alors les lois discrètes classiques, pour vous expliquer un petit peu le principe, quand on fait des probabilités, il y a plusieurs manières de faire. La première chose, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a étudié des tirages de dés, des tirages de cartes. L'idée d'une probabilité, comme on l'avait vu au premier chapitre en amphi, c'est si on répétait un très grand nombre de fois l'expérience, par exemple je jette un dé, on faisait ça 1 million de fois, eh bien, plus on ferait un grand nombre de lancers, et plus la fréquence d'apparition de chacune des faces aurait tendance à se stabiliser autour d'une égalité, en l'occurrence une chance sur 6 pour chacune des faces. Et ça, quand on jette un dé, on n'essaye pas de le faire 1 million de fois, puisque intuitivement, on arrive à conceptualiser le fait que cette probabilité soit de 1/6. Parfois, c'est plus complexe. Par exemple, quand on étudie des phénomènes en marketing, en sciences sociales, en finance, et dans ces cas-là, pour estimer une probabilité, on fait souvent appel à un historique de statistiques. Si par exemple, ou dans des tas d'autres disciplines, si par exemple on étudie un très grand nombre de naissances, on regarde combien de garçons sont nés, combien de filles sont nées sur un très grand échantillon d'enfants, et puis ça va nous donner une idée de la proportion pour vérifier, en l'occurrence, il me semble que c'est pas 50-50, mais enfin, dans tous les cas, c'est de cette manière-là qu'on va ensuite pouvoir fixer la probabilité, donc sur l'observation des phénomènes passés. Et puis, il y a encore d'autres manières de faire qui consistent à se baser sur des lois qui ont déjà été mises à jour. Donc, je vais vous présenter une partie d'entre elles, certaines des lois discrètes, les plus simples, hein, des lois classiques, sachant qu'ensuite, il y a des lois qui concernent des variables continues, c'est-à-dire qui peuvent prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Donc, nous, les lois discrètes, c'est toujours sur des phénomènes, par exemple, d'un nombre de tirages, d'un nombre de produits, d'un nombre de personnes, sur des entiers naturels. Voilà, donc sachez qu'ensuite, des modèles, des modélisations, il y en a beaucoup, et puis qui mixent aussi des données historiques et puis des modèles tels que ceux-là, et on observe comme ça des modélisations plus complexes. On essaye de modéliser des comportements de consommateurs, des cours de bourse, on peut essayer de modéliser beaucoup de choses, mais finalement, ce que l'on fait, c'est élaborer des modèles qui sont de plus en plus sophistiqués, mais essayer de comprendre les modèles de base, les modèles les modèles simples, ça peut vous donner une idée en tout cas de la démarche. La première loi de probabilité discrète, c'est la loi de Bernoulli, c'est aussi la plus simple. Je vous donne la définition tout de suite. La loi de Bernoulli correspond à une situation où l'expérience aléatoire ne peut avoir que deux issues possibles, c'est donc une situation d'alternative, le succès ou l'échec. Au niveau du codage, donc on codera 1 le succès, 0 l'échec, et au niveau de la notation, vous voyez dans le rectangle blanc, écrit donc grand X, la variable aléatoire, suit une loi binomiale, donc que l'on nomme bêta, de paramètres 1 et P. Donc P, c'est la probabilité du succès. Par exemple, si je jette un dé et que je cherche à faire un 6, donc 6, ça serait le succès, faire une autre face, 1, 2, 3, 4, 5, ça serait l'échec. Et donc dans ces cas-là, pour résumer, pour donner la loi de probabilité, plutôt que de faire un tableau comme on a fait tout à l'heure pour donner les différentes alternatives, on a juste à écrire grand X, donc la variable aléatoire, euh, suit une loi binomiale, euh, donc que l'on note bêta, de paramètres 1 et 1/6. 1/6, donc la probabilité de succès, la probabilité de faire un 6. On passe aux propriétés maintenant. Première propriété, l'espérance de la variable aléatoire grand X, c'est P, et la variance de la variable aléatoire grand X, c'est P fois Q, avec Q qui est égal à 1 moins P. Démonstration tout de suite. Démonstration de l'espérance. Xi prend deux valeurs, 1 et 0, et à chacune de ces valeurs, on associe une probabilité. C'est la formule de l'espérance. Donc 1 fois P plus 0 fois Q. 1 c'est le succès, 0 c'est l'échec. Donc il va rester P. Démonstration de la propriété de la variance. On utilise la formule de Koenig-Huygens, on l'applique sur le tableau. 1 carré fois P plus 0 carré fois Q. Et ensuite on retranche l'espérance qu'on a calculée juste avant, P, que l'on met au carré. Et donc en simplifiant, il ne reste plus que P fois Q.
Un petit exercice très simple pour illustrer cette première loi de probabilité. Vous avez dans votre placard 6 paires de chaussettes noires, 5 paires de chaussettes grises et 4 paires de chaussettes rouges. En dehors de la couleur, toutes ces chaussettes sont identiques. Vous êtes dans le noir et vous en choisissez 2 au hasard, 2 chaussettes au hasard. Posons grand X égale 1, le succès, si les deux chaussettes sont de la même couleur, et X égale 0, sinon l'échec donc. La question, déterminer la loi de probabilité de grand X, son espérance et son écart type. On se retrouve donc avec 6 paires de chaussettes noires, 5 paires de chaussettes vertes, 4 paires de chaussettes rouges. On va en choisir 2 au hasard et on espère tomber sur les bonnes. Ça fait 30 chaussettes en tout, 15 paires de chaussettes avec 2 chaussettes par paire. On va choisir 2 chaussettes au hasard parmi ces 30. On choisit au hasard et on a soit un succès, si jamais on a 2 chaussettes qui vont ensemble, 2 chaussettes de la même couleur, soit un échec, sinon. On est donc dans une situation de loi de Bernoulli, avec la probabilité de succès que l'on va devoir déterminer. Pour calculer la probabilité de succès, on va commencer par déterminer le nombre de cas total, et donc le nombre de cas total, c'est une manière de choisir 2 chaussettes parmi 30, sachant que la notion d'ordre n'a pas d'importance, et donc manière de choisir 2 chaussettes parmi 30, on applique la formule habituelle, donc 30 fois 29 divisé par 2 égale 435 façons d'en choisir 2. Voilà, au niveau de la notation, vous retenez ce que vous voulez, soit avec un C, soit avec les 2 grandes parenthèses. Calculons maintenant la probabilité de succès. Donc on a dit qu'on codait 1 le succès et 0 l'échec. On cherche donc P de X égale 1. Alors la probabilité de succès, c'est donc avoir 2 chaussettes de même couleur, ce qui se décompose en 3 sous-événements. L'événement j'ai 2 chaussettes qui vont ensemble se décompose en 3 sous-événements. J'ai 2 chaussettes noires, ou j'ai 2 chaussettes vertes, ou j'ai 2 chaussettes rouges. Donc la probabilité d'avoir 2 chaussettes qui vont ensemble, c'est finalement la somme de ces 3 probabilités. Alors commençons par la première, les chaussettes noires. Donc il y a en tout 12 chaussettes noires. Donc finalement, on a manière de choisir 2 chaussettes parmi ces 12 noires, sachant que l'ordre n'a pas d'importance. Ensuite, les chaussettes vertes, donc manière de choisir 2 chaussettes vertes parmi les 10 chaussettes vertes, la notion d'ordre n'a pas d'importance. Enfin, on choisit 2 chaussettes parmi les 8 rouges. Et on divise par le nombre total de possibilités, c'est-à-dire manière de choisir 2 chaussettes parmi les 30 chaussettes. Voilà, on remplace par les résultats correspondants, vous faites vos calculs. 66 plus 45 plus 28 divisé par 435, on trouve une probabilité d'environ 0,32. Ça, c'est la probabilité de succès, la probabilité de tomber sur 2 chaussettes de la même couleur dans ces conditions. La probabilité d'échec, évidemment, donc coder P de X égale 0, c'est tout simplement 1 moins P de X égale 1, et donc 1 moins 0,32, on trouve 0,68 environ. On devait déterminer la loi de probabilité de grand X, ainsi que son espérance et son écart type. Donc la loi de probabilité de grand X, c'est très simple, on a détecté qu'il s'agissait d'une loi de Bernoulli, puisqu'on a juste un succès ou un échec. On a 2 possibilités, soit un succès, soit un échec. Donc on note que grand X suit une loi binomiale, donc avec bêta, avec entre parenthèses 1. 1, c'est le nombre d'expériences. Dans une loi de Bernoulli, il n'y a qu'une expérience, il n'y a qu'un seul tirage. Et la probabilité de succès, que j'ai notée sous la forme de fraction, donc 139 divisé par 435. Pour l'espérance de grand X, maintenant, E de X, on sait, comme c'est une loi Bernoulli, que c'est égal à P, donc l'espérance vaut 139 sur 435, donc 0,32 environ. Enfin, la variance de X, c'est P fois Q, donc la probabilité de succès fois la probabilité de l'échec. J'ai remplacé par les deux valeurs, et donc on trouve 0,22. Pour l'interprétation, on préfère l'écart type, et donc on a juste à faire la racine carrée de la variance, ce qui donne un écart type de 0,47. La deuxième loi que l'on voit maintenant, c'est la loi binomiale. C'est un simple prolongement de la loi de Bernoulli. C'est une succession de n épreuves de Bernoulli indépendantes. En d'autres termes, la loi binomiale correspond à une série de n épreuves identiques indépendantes, chacune caractérisée par un succès ou un échec. Au niveau du codage, comme pour la loi de Bernoulli, on va noter 1 pour le succès, 0 pour l'échec. Et au niveau de la notation, c'est la même chose, dire que grand X suit une loi binomiale de paramètres np, s'écrit donc, comme vous le voyez dans le rectangle blanc.
Donc la seule chose qui change, c'est n par rapport à la situation de Bernoulli, où finalement il n'y avait qu'une seule expérience. La loi de Bernoulli n'est qu'un cas particulier de la loi binomiale. La difficulté dans un exercice de probabilité qui porte sur la loi binomiale, c'est souvent de détecter que c'est une loi binomiale, de se rendre compte donc qu'on est dans une situation d'alternative, un succès, un échec, et c'est une situation que je répète plusieurs fois donc de manière indépendante. Une fois qu'on a détecté ça, on peut appliquer les propriétés suivantes et donc gagner beaucoup de temps à la fois sur la rédaction de la loi de probabilité, mais également pour le calcul du succès, P de grand X égale K, mais aussi pour le calcul de la variance et pour le calcul de l'espérance. Alors les propriétés, P de grand X égale K, c'est une combinaison de n éléments parmi K multiplié par P à la puissance K multiplié par Q à la puissance n-K. L'espérance mathématique est facile à calculer, c'est tout simplement la probabilité de succès multipliée par le nombre d'expériences, donc n fois P. La variance est également très simple, c'est le nombre d'expériences, n, multiplié par la probabilité de succès, p, multiplié par la probabilité d'échec, q. Premier exercice d'application sur les lois binomiales, très simple. Vous lancez 5 fois de suite un dé, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois exactement le nombre 6? Faisons les choses dans l'ordre, on commence par poser les événements. On pose ici grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de 6 obtenus. Comme chaque lancé est indépendant, sur chacun des 5 lancés, on va se retrouver exactement dans la même situation aléatoire. Pour chaque lancé, on aura une chance sur 6 de faire un 6. On aura une chance sur 6 d'avoir un succès. Donc finalement, on va répéter une expérience aléatoire 5 fois de suite, avec à chaque fois un succès ou un échec. C'est le principe même, c'est la définition même donc d'une loi binomiale. Donc on va pouvoir indiquer que x suit une loi binomiale avec comme paramètre n égale 5, il y a 5 lancés, et la probabilité de succès, c'est-à-dire ici la probabilité de faire un 6, sera 1 sixième. Donc on pose n égale 5, il y a 5 lancés, la probabilité de succès c'est 1 sixième, et q c'est 5 sixièmes. Une fois qu'on a bien défini les événements et une fois qu'on a bien détecté qu'il s'agissait d'une loi binomiale, c'est très simple. On n'a plus qu'à traduire la question de l'énoncé en langage mathématique, ensembliste ou probabiliste. Ici, on cherche à obtenir 3 fois exactement le nombre 6. On cherche donc à avoir exactement 3 succès. On va pouvoir remplacer dans la formule de la propriété, la première propriété qu'on a vue sur la loi binomiale, donc P de grand X égale 3, et on a simplement à remplacer, donc ce sera une combinaison de 3 éléments parmi 5, 1 sixième à la puissance 3 fois 5 sixièmes à la puissance 2, ce qui donne environ 0,03215. Donc on a environ 3% de chance d'obtenir 3 fois le nombre 6 exactement. Deuxième exercice, imaginons que votre examen de fin d'année soit un QCM. Il y a 10 questions indépendantes et 4 choix à chaque fois. Une seule réponse est exacte. Vous n'avez rien appris, répondez tout au hasard. 3 questions. Première question. Quelles sont vos chances d'avoir 2 bonnes réponses exactement? Petit b, quelles sont vos chances d'avoir plus de 2 bonnes réponses? Petit c, déterminez l'espérance de la variable grand X, sa variance et son écart type. Prenez le temps, faites l'exercice et vérifiez ensuite vos réponses. On récapitule, il y a 10 questions indépendantes, 4 choix à chaque fois et une seule bonne réponse. La première question était quelles sont vos chances d'avoir 2 bonnes réponses exactement? La première étape, c'est de détecter que x, donc grand X, ça va correspondre donc grand X au nombre de succès. C'est la variable aléatoire correspondant au nombre de succès. Donc sur 10 questions, vous pouvez très bien avoir 0 succès jusqu'à 10 succès. Quelles sont vos chances d'en avoir 2 exactement? Donc on détecte que x, le nombre de succès, suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et de probabilité q égale 1 quart. En effet, à chaque fois vous répondez au hasard, donc la probabilité d'un succès c'est une bonne réponse sur les 4 choix, donc la probabilité c'est 1 quart, et on répète cette expérience 10 fois de suite. On déduit que q c'est 3 quarts, donc 1 moins p. Et dans cet exercice, dans cette première question, on nous demande de chercher donc P de x égale 2. On va pouvoir remplacer directement dans la formule.
On utilise la propriété P de grand X égale K égale manière de choisir K éléments parmi n multiplié par P à la puissance K multiplié par Q à la puissance n-K. Donc K ici va correspondre aux deux bonnes réponses parmi les 10, donc n égale 10. La probabilité, ça sera 1 quart, et Q, l'échec, ce sera 3 quarts. On obtient ainsi manière de choisir deux éléments parmi 10, multiplié par 1 quart à la puissance 2, multiplié par 3 quarts à la puissance 8, et on obtient une probabilité d'environ 0,28. Vous avez donc 28% de chance d'avoir deux bonnes réponses exactement, en répondant tout au hasard sur 10 questions. Dans la deuxième question, on nous demande maintenant quelles sont vos chances d'avoir plus de deux bonnes réponses. Alors ça ne change rien, x correspond toujours à la variable aléatoire du nombre de bonnes réponses. Ici, simplement, on ne cherche plus p de grand X égale 2, mais on cherche p de grand X supérieur à 2. On peut le faire de deux manières différentes. On peut calculer p de grand X égale 3, plus p de grand X égale 4, plus p de grand X égale 5, et ainsi de suite jusqu'à p de grand X égale 10. Ça va nous prendre du temps. Comme on sait que la somme de toutes ces probabilités est égale à 1, on va donc chercher p de x supérieur ou égal à 2 en faisant 1 moins la probabilité que le nombre de bonnes réponses soit 0 ou 1. En d'autres termes, si le nombre de bonnes réponses n'est pas ni 0 ni 1, cela signifie qu'il y aura deux bonnes réponses ou plus. On n'a plus qu'à remplacer dans la formule, donc p de grand X supérieur ou égal à 2 est égal à 1 moins, on ouvre les crochets, manière de choisir 0 éléments parmi 10, fois 1 quart à la puissance 0, fois 3 quarts à la puissance 10, plus manière de choisir un élément parmi 10, fois 1 quart à la puissance 1, fois 3 quarts à la puissance 9. On referme le crochet et ça nous donne environ 76%, 0,76. Donc on a 76% de chance, en répondant tout au hasard, d'avoir plus de deux bonnes réponses. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Tout le monde s'en doute a priori que non. On va avoir confirmation avec la troisième question. Puisque nous avons déterminé que grand X, la variable aléatoire correspondant au nombre de bonnes réponses, suivait une loi binomiale, c'est très facile maintenant de trouver l'espérance, la variance et l'écart type, puisqu'on n'a plus qu'à utiliser les propriétés simples de l'espérance et de la variance sur cette loi de probabilité. Donc on a vu que l'espérance, c'était n fois p, donc n, c'est les 10 questions multipliées par une chance sur 4 d'avoir une bonne réponse, c'est 2,5. 2,5, ça veut dire qu'un très grand nombre de personnes qui auraient cette stratégie de répondre complètement au hasard aux 10 questions, sachant qu'il y a une bonne réponse systématiquement sur 4 et qu'il n'y a pas de point négatif évidemment, dans ces cas-là, donc, les personnes auraient 2,5 bonnes réponses en moyenne, donc une note de 2,5 sur 10. Maintenant, la variance, c'est n fois p fois q, donc le nombre d'expériences fois la probabilité de succès fois la probabilité d'échec, donc 10 fois 1 quart fois 3 quarts, ce qui fait 1,875. C'est difficile d'interpréter la variance, on préfère interpréter l'écart type, donc on fait la racine carrée de la variance et on trouve 1,37. 1,37, on peut prendre un tout petit instant pour interpréter ce résultat. Donc c'est l'écart moyen à la moyenne. Donc ça veut dire que tout simplement, si tout le monde répondait au hasard, la moyenne de la promotion ce serait de 2,5 et l'écart type serait de 1,37. L'idée de l'écart type, c'est qu'il nous donne une idée de la dispersion des notes. En gros, cela signifierait ici que 60%, une grosse partie de la promotion, aurait une note comprise entre la moyenne et un écart type, donc 2,5 plus ou moins 1,4. La troisième loi est la loi géométrique. Je commence par la définition. On réalise une série d'épreuves identiques, indépendantes, dont l'issue est un succès ou un échec. On renouvelle autant de fois qu'il est nécessaire ces épreuves, jusqu'à l'obtention du premier succès. La variable aléatoire grand X correspond au rang d'apparition du premier succès. Elle suit une loi géométrique notée grand G de P. Au niveau du codage, donc, comme pour la loi binomiale, on a 1 pour le succès et 0 pour l'échec. Et au niveau de la notation, donc, on notera dans le rectangle blanc que grand X suit
une loi géométrique de paramètres P. En fait, une loi géométrique, c'est tout simplement une loi binomiale, mais qui s'arrêterait avec l'arrivée du premier succès. Et on note donc la variable grand X, qui n'est plus maintenant le succès ou l'échec, mais l'arrivée, le rang d'apparition du premier succès. Comme pour la loi binomiale, il est pratique d'identifier qu'une variable aléatoire suit une loi géométrique, puisque ça permet de calculer beaucoup plus facilement la probabilité de succès en appliquant la propriété P de grand X égale K égale P fois Q à la puissance K-1, mais ça permet aussi de calculer l'espérance de X, 1 sur P, et la variance de X en faisant Q sur P carré. Une application tout de suite, on lance une pièce de monnaie et on pose grand X, le rang d'apparition du premier pile. Donc ici, le succès, c'est faire pile, et on cherche à noter donc au bout de combien de lancers est-ce que le premier pile, le premier succès survient. Donc on va noter ça de la manière suivante, grand X, le rang d'apparition du premier pile, suit une loi géométrique de paramètres 1,5. 1,5, c'est P, c'est la probabilité de succès. Si on jette une pièce, on a P qui est égal à Q. La probabilité d'un succès, c'est 0,5, et Q, la probabilité d'un échec, c'est également 0,5. C'est un cas hyper simplifié. Donc on peut appliquer notre propriété au-dessus, et donc la probabilité que pile apparaisse au premier lancer, on a juste à remplacer donc dans notre propriété K, l'apparition, donc le rang d'apparition. Donc P de X égale 1, on a juste à remplacer, et donc 0,5 fois 0,5 à la puissance 1 moins 1, donc ça fait 0,5. Et ainsi de suite, donc la probabilité que le premier succès apparaisse au deuxième lancer, c'est P de X égale 2 fois 0,5 est égal à 0,5 fois 0,5 à la puissance 2 moins 1, ça fait 0,25. Enfin, la probabilité que le succès soit au troisième lancer, P de X égale 3, c'est 0,5 fois 0,5 à la puissance 3 moins 1, ce qui fait donc 0,125. On aurait évidemment pu trouver ces résultats sans identifier qu'il s'agissait d'une loi géométrique. Ça nous fait gagner du temps de le savoir, et ensuite ça nous permet en plus de calculer facilement l'espérance et la variance. Petit exercice d'application, également très simple. Vous faites du marketing téléphonique, vous avez en moyenne une chance sur 5 par appel d'obtenir un rendez-vous, et votre responsable vous dit « Si tu obtiens un rendez-vous en 3 appels ou moins, je t'offre une prime ». En imaginant que chaque appel est indépendant, quelle est la probabilité que vous y parveniez? Pensez à faire une pause sur votre vidéo pour essayer de répondre à cet exercice par vous-même. Dans cet exercice, le succès, donc, c'est d'obtenir un rendez-vous. Et grand X, c'est la variable aléatoire qui correspond au rang d'apparition de ce premier rendez-vous. Donc on peut noter que grand X, c'est la variable aléatoire qui suit une loi géométrique et de paramètres P. Donc P, la probabilité de succès, ici on nous dit que c'est une chance sur 5. Et donc ce que l'on cherche, c'est obtenir un rendez-vous en 3 appels ou moins. Donc on cherche P de grand X inférieur ou égal à 3. On cherche P de X inférieur ou égal à 3. Donc on commence avec P de X égale 1 avec le premier appel. Donc P de X égale 1 plus P de X égale 2 plus P de X égale 3. On peut donc appliquer la propriété 3 fois de suite en remplaçant donc K par la valeur 1, 2, 3 pour les 3 premiers appels. Voilà, la probabilité de décrocher un succès au premier appel, c'est 0,2, au deuxième appel 0,16, au troisième appel 0,128. On fait la somme de ces 3 probabilités, on obtient 0,488, ce qui signifie que sur le papier, on a une chance sur 2 de décrocher la prime environ. Quatrième loi, la loi hypergéométrique. Tout d'abord la définition. Donc, la loi hypergéométrique permet de calculer la probabilité pour que, sur un échantillon de n, petit n éléments sélectionnés simultanément parmi grand N, sans remise, nous obtenions petit k éléments considérés comme des succès et n-k éléments considérés comme des échecs. Voilà, la loi hypergéométrique, c'est en quelque sorte une loi binomiale pour laquelle les épreuves ne seraient pas indépendantes. La notation est toujours la même pour petit p, la probabilité du succès, et q égale 1 moins p, donc la probabilité d'échec. Au niveau des effectifs, maintenant, on va choisir dans cette loi, qu'on va illustrer juste après évidemment,
On va choisir un échantillon petit n qui sera sélectionné parmi une population plus grande que l'on appelle elle grand N. Et au niveau de la notation, donc, on écrit que si x suit une loi hypergéométrique, on aura donc un grand H, et puis on aura trois paramètres, grand N et petit p. Les propriétés maintenant de la loi hypergéométrique. Première propriété, P de grand X égale K égale, donc ça va être la manière de choisir K éléments parmi grand N fois P éléments, multiplié par manière de choisir N-K éléments parmi grand N fois Q éléments. On divise le tout par le nombre de K total, manière de choisir N éléments parmi grand N. L'espérance mathématique, E de grand X, ce sera également NP, comme pour la loi binomiale, et la variance de X, N fois P fois Q, multiplié par grand N moins N divisé par grand N moins 1. On va faire une application tout de suite. Premier exercice pour illustrer et comprendre la loi hypergéométrique. On vous distribue 8 cartes d'un jeu de 32. Quelle est la probabilité pour que vous ayez 5 cœurs exactement et 3 cartes qui ne soient pas des cœurs? Dans cet exercice, la distribution des cartes est simultanée. On est bien donc dans une situation de loi hypergéométrique. La notion d'ordre n'a pas d'importance. Appelons les cœurs les succès et les non-cœurs les échecs. Donc on a X qui suit une loi hypergéométrique, c'est le carré, le rectangle blanc, avec pour paramètres grand N et petit p. Donc grand N, ce sont les 32 cartes, et de ces grand N cartes, de ces 32 cartes, on va extraire 8 cartes, petit n. La probabilité d'obtenir un cœur, c'est 8 sur 32, parce qu'il y a 8 cœurs, 8 piques, 8 trèfles et 8 carreaux. Donc 8 cœurs sur 32 cartes. Et donc la probabilité d'échec, c'est Q égale 24 sur 32. Ce que l'on va chercher ici, donc, c'est à avoir exactement 5 succès, et donc 3 échecs. Quelle est la probabilité? Commençons par déterminer le nombre de cas total, c'est le plus simple. Donc c'est manière de choisir 8 cartes parmi 32 cartes, sachant que la notion d'ordre n'a pas d'importance. On vous distribue une main de 8 cartes, vous pouvez les ordonner dans l'ordre que vous voulez. Ça fait 10 518 300 façons de choisir donc ces 8 cartes parmi les 32. Ça fait beaucoup, et c'est le principe, on l'a vu ensemble, c'est pour ça que les cartes peuvent être intéressantes pour les joueurs, puisque les situations, si les cartes sont bien battues, ne se répètent que rarement. Le nombre de cas favorables, maintenant, c'est manière de choisir 5 cartes parmi les 8 cœurs, que l'on va associer à 3 cartes parmi les 24 cartes qui ne seront pas des cœurs. Donc ça fait 113 344 façons de choisir 5 cœurs parmi les 8 cœurs et 5 autres cartes parmi les 24 cartes qui ne sont pas des cœurs. La probabilité que l'on recherche, on applique la formule précédente, donc P de X égale 5, égale manière de choisir 5 cartes parmi 8, multiplié par manière de choisir 3 cartes parmi 24, divisé par manière de choisir 8 cartes parmi 32, ce qui nous fait une probabilité d'environ 1%. On retrouve la propriété que l'on a présentée juste avant avec la loi hypergéométrique, donc en remplaçant les valeurs, c'est-à-dire grand N, le nombre de cartes totales par 32, P, la probabilité de succès 8 sur 32, 5 K, donc c'est ce que l'on cherche, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 5 succès, c'est le nombre de succès. Vous pouvez ainsi regarder et faire un print screen du détail de l'application. Deuxième exercice sur la loi hypergéométrique. Lors d'une tombola, grand N billets sont mis en vente, dont petit g sont gagnants. Vous en achetez petit n. Quelles sont vos chances de gagner? Lorsque vous achetez les tickets et qu'on vous les donne, on vous donne un paquet de tickets, il n'y a pas d'ordre, c'est un tirage simultané. On est bien dans une situation de loi hypergéométrique où on cherche à avoir un certain nombre de tickets qui seront gagnants parmi un ensemble de tickets. On peut donc appliquer la loi grand X qui va suivre une loi hypergéométrique de paramètres grand N et petit g divisé par grand N. Dans les paramètres de cette loi, grand N, c'est le nombre total de billets
c'est le nombre total de billets. Petit n, c'est l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de billets que l'on achète. Et enfin, petit g divisé par grand N, c'est la probabilité de tomber sur un numéro gagnant. Il y a petit g billets qui sont gagnants parmi grand N. On peut donc appliquer la formule P de grand X égale K. Je vous ai mis la formule générique que l'on a vue juste avant, et je l'applique maintenant donc sur la partie droite du rectangle du bas en blanc. Donc c'est manière de choisir K billets gagnants parmi les G billets gagnants qui sont en tout disponibles, multiplié par manière de choisir, donc N-K billets qui seront perdants parmi les N-G billets perdants qui sont mis en vente. L'ensemble divisé par le nombre de billets que l'on achète parmi le nombre de billets total. Dans cet exercice, la variable grand X correspond au nombre de billets gagnants. La question que nous nous posons, c'est quelles sont vos chances de gagner? On cherche donc à avoir au moins un billet gagnant, c'est-à-dire P de grand X supérieur ou égal à 1. Ça va être très compliqué de calculer P de grand X supérieur ou égal à 1, parce qu'on ne sait pas combien il y a de billets achetés, ni combien il y a de billets en tout. Donc on va simplement écrire que l'on cherche P de X différent de 0. P de X est différent de 0, c'est bien la même probabilité que P de X supérieur ou égal à 1. La probabilité P de X est différente de 0, c'est tout simplement 1 moins la probabilité de X égale 0. Donc la probabilité de X égale 0, c'est simple, on a juste à remplacer dans la formule précédente K par 0. On résout donc 1 moins cette valeur, et cela nous donne manière de choisir petit n éléments parmi n moins, manière de choisir petit n éléments parmi n moins g, divisé par manière de choisir petit n éléments parmi grand N. Pour rendre les choses plus concrètes, prenons un exemple. Imaginons que l'on achète 10 tickets, donc petit n égale 10, parmi 500 tickets qui sont mis en vente, grand N égale 500, dont 20 tickets sont gagnants, petit g égale 20. Donc sur les 20 tickets parmi les 500, si on applique et qu'on remplace donc dans la formule, on obtient donc P de grand X différent de 0, c'est-à-dire la probabilité d'avoir au moins un ticket gagnant, qui serait dans ce cas-là donc de 0,34 environ. Essayez de le faire, remplacer dans la formule P de grand X égale 0 par les valeurs petit n, grand N et petit g indiquées du tableau. Dernière loi étudiée dans ce chapitre, la loi de Poisson. Donc la définition, la loi de Poisson est utilisée pour décrire le nombre d'occurrences d'un événement au cours d'un intervalle de temps ou d'espace bien défini, ou, dans certains cas, comme approximation de la loi binomiale. On verra le second cas ensuite. Dans un premier temps, donc, c'est le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois que survient tel ou tel événement dans un intervalle de temps. On peut s'en servir par exemple pour modéliser le nombre d'arrivées à une station-service en 1 heure, le nombre d'appels à un standard téléphonique en une journée, le nombre de personnes qui arrivent à une caisse en intervalle de temps donné aussi. Ou parfois, donc là je vous ai pris des exemples d'intervalles de temps, parfois on peut appliquer ça à par exemple des intervalles de longueur, le nombre de réparations qui sont nécessaires sur tel ou tel tronçon d'autoroute de telle longueur, ou de tel tronçon de voie ferrée de telle longueur. Grand X, c'est donc la variable aléatoire qui correspond au nombre de fois où survient un événement dans un intervalle de temps ou autre. Donc ça va se noter, grand X suit une loi, grand P, donc pour le poisson, entre parenthèses, et il y a un seul paramètre qui est lambda, la lettre grecque lambda. Vous regardez sur le carré de rectangle de droite et vous voyez que lambda, ça correspond à l'espérance de grand X, ça correspond aussi à sa variance. Donc lambda, c'est la moyenne, en quelque sorte, c'est la moyenne du nombre d'occurrences. Une fois qu'on a calculé cette moyenne, qu'on a défini le paramètre et qu'on a identifié que x suivait une loi de Poisson, eh bien, on n'a plus qu'à appliquer la formule P de grand X égale K, c'est-à-dire K le nombre de fois que va survenir tel ou tel événement. On peut le modéliser en faisant exponentielle de moins lambda multiplié par lambda à la puissance K divisé par K factoriel.
Une illustration tout de suite avec un petit exercice. Premier exercice, à un guichet SNCF donné, entre 8h et 9h le matin en semaine, se présentent en moyenne 12 clients toutes les 10 minutes. Le nombre de personnes se présentant au guichet à 16h suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Petit a, quelle est la probabilité pour que 5 personnes exactement arrivent en 10 minutes? Petit b, quelle est la probabilité pour que 3 personnes ou plus arrivent en 2 minutes? Prenez le temps de réfléchir, prenez un crayon, un papier, faites-le, vérifiez ensuite votre résultat. 12 clients se présentent toutes les 10 minutes. Ici, grand X, la variable aléatoire, correspond au nombre de personnes qui se présentent au guichet en 10 minutes. Et grand X, donc, suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Lambda, ici, ça va donc être 12, c'est le nombre de clients moyens qui vont se présenter toutes les 10 minutes. Donc la probabilité de la question petit a, que 5 personnes exactement arrivent en 10 minutes, on peut donc indiquer que x suit une loi de Poisson, le paramètre 12, lambda vaut 12, c'est la moyenne, et donc P de grand X égale 5, on a juste à remplacer dans la formule, donc exponentielle de moins lambda, moins 12, multiplié par lambda, 12, à la puissance 5, puisqu'on cherche pour 5 succès, divisé par 5 factoriel. La probabilité est donc 0,01274. Dans la deuxième question, la probabilité pour que 3 personnes ou plus arrivent en 2 minutes porte donc sur un intervalle de temps différent. On a divisé l'intervalle de temps par 5, et donc la moyenne des clients qui vont se présenter au guichet sera 5 fois moins importante. Donc 12 clients divisé par 5, on a x qui suit une loi de Poisson de paramètre 2,4. Et donc ce que l'on cherche, la probabilité pour que 3 personnes ou plus arrivent en 2 minutes, c'est bien P de grand X, le nombre de personnes qui se présentent au guichet dans cet intervalle de temps, qui sera supérieur ou égal à 3. On cherche la probabilité que le nombre de clients qui arrivent au guichet en 2 minutes soit plus grande que 3. Le problème, c'est que ça peut être 3 personnes, ou 4, ou 5, ou 6, il n'y a pas de limite supérieure sur la loi de Poisson. Donc ça va être compliqué. On est donc obligé de passer par l'événement contraire, c'est-à-dire que P de x supérieur ou égal à 3, c'est 1 moins P de x inférieur à 3, c'est-à-dire 1 moins la probabilité qu'il y ait 0 client, ou 1 client, ou 2 clients. On va donc pouvoir appliquer 3 fois de suite la propriété de la loi de Poisson, en remplaçant donc respectivement par 0, 1 et 2. Vous voyez donc l'application de la formule, et on trouve P de grand X supérieur à 3 est égal à environ 0,43. Il y a donc 43% de chances que 3 personnes ou plus arrivent en 2 minutes. Je vous ai juste indiqué une petite remarque, lorsque vous faites le calcul, inutile de perdre du temps, si vous voyez 0 factoriel c'est égal à 1, et si vous voyez 2,4 à la puissance 0, c'est égal à 1 également. Il y a une autre utilisation de la loi de Poisson, c'est comme approximation de la loi binomiale. Lorsque n, donc le petit n, le nombre d'expériences tend vers l'infini, lorsque petit n est très grand, que la probabilité de succès est proche de 0 et que l'espérance mathématique est constante, alors donc on peut remplacer une loi binomiale par une loi de Poisson. Dans ces cas-là, ces propriétés seront que l'espérance np avec la loi binomiale deviendra lambda, et la loi binomiale, donc on indiquera qu'elle suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Alors d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça signifie, grand, petit? On peut convenir que lorsque le nombre petit n d'épreuves est supérieur à 50 et que la probabilité est plus petite que 10%, et que l'espérance np est comprise entre 0 et 10, ou lorsque n est plus grand que 200 et que np est compris entre 10 et 20, alors donc on pourra utiliser la loi de Poisson comme approximation de la loi normale. Une petite illustration tout de suite avec l'exercice 2. 0,03% des produits fabriqués dans une usine donnée sont défectueux. Vous commandez 12 000 de ces produits. Quelle est la probabilité pour que seuls 2 produits ou moins soient défectueux? Pareil, essayez de faire l'exercice par vous-même et vérifiez ensuite votre résultat. Dans cet exercice,
on voit bien que x, le nombre de produits défectueux, suit une loi binomiale. On prélève un certain nombre de produits qui ont tous la même probabilité, 0,03%, d'être défectueux. Et on cherche la probabilité de P de grand X, le nombre de produits défectueux, inférieur ou égal à 2. On veut qu'il y ait 2 produits ou moins qui soient défectueux. Donc P de grand X inférieur ou égal à 2, c'est tout simplement P de grand X égale 0, il n'y a aucun produit défectueux, ou P de grand X égale 1, il y a un produit défectueux, ou il y a 2 produits défectueux, donc P de grand X égale 2. J'ai indiqué donc les deux manières de résoudre ce calcul. La résolution classique qu'on a vue précédemment avec la loi binomiale, donc P de grand X inférieur ou égal à 2. Et puis j'ai simplement donc indiqué le détail du calcul en remplaçant P de x égale 0, P de x égale 1 et P de x égale 2 dans la formule de la loi binomiale. On peut retrouver à peu près le même résultat avec la loi de Poisson. Pour finir, un petit récapitulatif des différentes lois que nous avons vues, avec à chaque fois les différentes propriétés, ainsi que le calcul de l'espérance et de la variance. Bravo, félicitations, vous êtes arrivé au bout des 3 chapitres des probabilités. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes les champions, c'est que vous êtes bien partis pour réussir votre année. Toutes mes félicitations. J'espère que c'était pas trop long, pas trop difficile. Je suis preneur de retour éventuellement si vous voulez sur ça. C'est la première fois que je fais des vidéos de probabilité. Vu le contexte, c'est sûrement pas la dernière. Donc je suis preneur de vos remarques. Écoutez, je vous souhaite de très belles vacances et puis on se voit à la rentrée. Au revoir.